have determined the choice of the planet that will be destroyed first. Since you are reluctant to provide us with the location of the rebel base, I have chosen to test this station's destructive power on your home planet of Alderaan. We've heard word of rumors circulating through the city. Apparently, you've lost a rather talkative cargo pilot. If the Senate gets wind of our project, countless systems will flock to the rebellion. When the battle station is finished, Governor Tarkin, the Senate will be of little concern. When has become now, Director Krennic. The Emperor will tolerate no further delay. You have made time an ally of the rebellion. Le cinéma est à la fois une industrie et un art, ce qui cause, la majeure partie du temps, le fossé d'attention du public, voire de qualité des œuvres, séparant un cinéma de divertissement plus commercial, conçu pour attirer l'œil, et un cinéma artistique qui se veut plus profond. Faire du cinéma, c'est reproduire du réel, mais pas n'importe lequel. Le réel selon la perception du ou des auteurs, leur point de vue. C'est composé via une mise en scène du faux, soit par la préparation d'un scénario avec un tournage, des comédiens, ce que l'on appelle une fiction, qui se veut représentative du réel en question. Les avancées technologiques en matière d'effets visuels et sonores au cinéma ont souvent été le moyen d'attirer les foules et de permettre aux auteurs d'aller au plus proche de leurs désirs créatifs. George Lucas ou encore James Cameron, pour ne citer qu'eux, ont même participé aux avancées pour que la technologie soit suffisamment évoluée pour pouvoir raconter leurs histoires le plus fidèlement possible. Prenons un exemple qui me semble intéressant et détaillons. Le film Rogue One, Star Wars Story, réalisé par Gareth Edwards, se déroule juste avant l'épisode 4 de la saga Star Wars, sorti en 1977. Or, Rogue One, on va l'appeler comme ça, sort en 2016. On peut donc se douter que pour des raisons de cohérence, de continuité, surtout compte tenu de l'histoire qui explore un élément fortement lié au 4e volet, que certains personnages de celui-ci doivent apparaître dans Rogue One. Problème, certains acteurs qui les interprétaient sont décédés. Ah, mais nous ne sommes pas au milieu du XXe siècle, où l'équipe du film n'aurait eu que peu de choix, soit en cherchant à trouver un nouvel acteur de remplacement, comme cela se faisait beaucoup dans les séries TV, et se fait encore de temps en temps, soit en gommant simplement le personnage de toute présence. Disparition radicale. Tout ceci parfois accompagné d'une excuse scénaristique plus ou moins tolérable. Hey Dad, is that you, Chuck? I didn't know you were here. Is this your sock? Oh, that must have fallen off that pile of laundry I brought in. Yeah, see, it's not a Christmas sock. It's a sweat sock. Récemment, des entreprises travaillant dans l'audiovisuel et le cinéma, telles que la célèbre Industrial Light and Magic, ILM, j'adore, créée par George Lucas, justement, The Mill, Lircam, ou encore Lola VFX, oui c'est bien leur nom, ont repoussé les limites du réel, puisque la renaissance d'un personnage dont le comédien est décédé est rendue possible sous les mêmes traits que le comédien justement décédé. Un personnage, c'est quoi ? C'est un être souvent humain, créé pour une fiction, doté d'une personnalité. Mais ça c'est scénaristique, concentrons-nous plutôt sur la surface purement visible et audible. Un personnage, c'est une voix avec sa cadence, son ton, et son timbre propre, une façon d'acte de bouger de genre, autant dans des gestes totalement lambda comme marcher, que dans des micro-expressions du visage. T'as-tu compris ou bien? Quand l'équipe de Rogue One veut ressusciter Peter Cushing dans le rôle du Grand Moff Tarkin, il ne manque pas d'ambition et décide que le comédien reprendra vie grâce à la motion capture et aux retouches numériques sur le visage d'une doublure. Ce qui est, selon l'équipe, l'une des techniques de cinéma les plus exigeantes qui existent. Le plus difficile, quand on veut rendre crédible un personnage retouché ou entièrement conçu par image de synthèse, c'est de retranscrire avec finesse le rendu d'une surface, la peau, les yeux, la bouche, le nez, les cheveux, etc., et les micro-expressions qui sont tellement fines même sur n'importe quel visage humain en apparence immobile qu'il semble impossible d'avoir un personnage qui paraisse entièrement palpable. Je meurs d'envie de vous parler d'Avatar, où les comédiens ont beaucoup tourné avec de la motion capture, sans pour autant ressusciter qui que ce soit, tant il semble être une exception, pourtant datant de 2009. Même si je sais que les yeux habitués et avertis ont cerné quelques soucis, mais bon, à côté de 95% d'incroyables visuels. Effectuer cette renaissance demande ainsi le jeu d'un acteur réel. Ici Guy Henry, ils sont pas deux, ils s'appellent vraiment Guy Henry, pour Tarkin, comédien dont la corpulence et le visage
se veut le plus identique possible à l'acteur d'origine. Quant à la voix, c'est aussi celle de notre cher monsieur Henry qui a été utilisée, suite à un travail vocal particulier de l'acteur. You have made Time an ally of the rebellion. Pour quel résultat? J'ai entendu que certains membres du public n'avaient même pas remarqué que le personnage était conçu par des images de synthèse. En revanche, beaucoup d'autres ont qualifié que le résultat visuel était tantôt réussi, tantôt franchement bancal, notamment pour la princesse Leia, et d'ailleurs, fun fact, ce n'est pas Carrie Fisher, encore de notre monde lors du tournage, qui est passée au capteur de mouvement, ni Billy Lourdes, sa fille, comme dans l'épisode 9, mais une autre comédienne, Igvild Della, à ne pas confondre avec Evelyn Delia. Parce que c'est la météo, c'est différent. Concernant le rendu vocal, c'est particulier, car il est question de la fidélité à la version originale ou au doublage, qui, pour la VF, a requis la présence d'un comédien ayant une tessiture de voix semblable à celle de l'ancien doubleur de Peter Cushing, Henry Vierlogueux. Comment tu te sens? On dirait que t'as encore pris du poids. En l'occurrence, remplacé par Christian Gonon, de la comédie française s'il vous plaît. Dois-je prendre leur flotte pour cible, monsieur le gouverneur? Le seigneur Vador s'occupe de leur flotte. Nous allons cibler la base de Scarif. Le résultat étant très ressemblant, ce n'est pas ce qui a principalement capté l'attention du public. Je rappelle, nous étions alors en 2016. Nous sommes en 2022 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et d'autres cas de renaissance ont depuis été entrepris, comme celui de James Dean, formidable acteur décédé en 1955, qui devait réapparaître en tant que second rôle dans le film Finding Jack, d'Anton Ernst et Tati Golik, dont on n'a plus trop de nouvelles depuis 2020. Le projet serait tombé à l'eau, et même bien dans les abysses. La technologie visuelle de Rogue One a aussi été utilisée par d'autres productions pour rajeunir numériquement des comédiens, dit aging en anglais, notamment pour un certain Robert Downey Jr. dans Captain America Civil War de Joe et Anthony Russo, Brad Pitt dans L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher en 2009, Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci dans The Irishman de Martin Scorsese 2019, ou encore, pour revenir à Star Wars, Mark Hamill et une doublure, Graham Hamilton, pour le rôle de Luke Skywalker, dans le chapitre 6 de la série The Book of Boba Fett, où l'on observe que le rendu se fait de plus en plus fidèle. Il existe encore d'autres exemples, sachant que le premier trucage de visage numérique notable date de 2020 dans Gladiator de Ridley Scott, avec le décès d'Oliver Reed, dont l'optique était un résultat semblable au qu'a Paul Walker dans Fast and Furious 7. Bon, ils auraient très bien pu mettre des lunettes de soleil sur une doublure, comme pour Bruce Lee, mort avant la fin d'un tournage d'un film pour lequel il jouait et réalisé, Le Jeu de la Mort, mais pas sûr du délire. Certaines rumeurs veulent qu'Harrison Ford dans son personnage d'Indiana Jones soit rajeuni dans le 5e volet de la saga prévue en 2023, un membre de l'équipe, un cascadeur apparemment, ayant été aperçu avec un masque d'Harrison Ford justement. Mais c'est tout à fait possible que ce soit une simple doublure cascade. Concernant la renaissance vocale, l'IRCAM, entreprise française, a mis un pied à l'étrier en recréant la voix de Louis de Funès pour le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze, sorti en 2015, en se servant du jeu du comédien Patrice Thibault, dont la voix fut transformée par l'apport de nombreuses archives radiophoniques comptant le célèbre comédien. Il a les mêmes pieds que vous, Majesté, la marque des rois simiens. Nous avons aussi récemment appris que l'entreprise ukrainienne Rest Picture, ça fait pas du tout ukrainien, pouvait reproduire celle du légendaire James Earl Jones pour le personnage de Dark Vador, dont il est l'illustre interprète, avec l'accord de ce dernier, pas Dark Vador mais l'acteur, via l'utilisation d'enregistrements faits au préalable, plus de 10 000 tout de même, avant la retraite du comédien. Et tout ça produit pendant la guerre. Chapeau, 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 plein de chapeaux partout. Ce n'est pas rien quand on voit les tentatives d'extension de l'univers Star Wars par Disney. Cette technologie, je peux vous dire qu'on va beaucoup l'entendre si vous me permettez. Ce fut déjà le cas dans la série Obi-Wan, où il est quasi impossible de se rendre compte que la voix de Dark Vador est 100% synthétique, comme mes chaussures. Have you come to destroy me, Obi-Wan? Toutes ces avancées technologiques sont révolutionnaires, mais elles sèment le doute. Sont-elles malsaines? Vont-elles finir par remplacer l'humain et cet élément si précieux qui nous démarque de tout être vivant sur Terre, la création? C'est le fond du problème. Une récente intelligence artificielle, DALL-E, peut, via un algorithme complexe, se basant sur l'étude de milliers d'œuvres déjà existantes et un texte écrit par n'importe qui, générer une peinture dont la réalisation semble humaine. L'artiste ne crée plus l'œuvre, il crée la création. Selon le sculpteur Nicolas Schoffer, mais pas de taxi, qui déjà en 1956 mettait au monde The Dancing Robot 6 Pain, un robot artiste doté d'un cerveau électronique. The Next Rembrandt
créé par des scientifiques et des techniciens à partir de 346 peintures de Rembrandt, a réussi à berner les yeux avisés des experts lors de son inauguration, qui pensaient que c'était une pure œuvre de l'artiste. Pourtant, tout était absolument réalisé par informatique. C'était en 2018. Musicalement parlant, I Am A.E., un album de Taryn Southern, est intégralement composé par une intelligence artificielle. La chanteuse n'a eu qu'à poser sa voix sur une bande-son générée par des algorithmes. There's more to who we are. There's more to what we could be. Toutes ces créations posent donc énormément de questions. Si la technologie est capable d'imiter l'homme, peut-elle pour autant créer ? Qu'est-ce que l'art finalement, puisque la machine provoque une émotion comparable à celle de l'artiste ? Le problème de la paternité de l'œuvre se pose également, encore plus quand on sait que c'est grâce aux droits d'auteur que les artistes sont rémunérés. Qui est-ce qui les touche ? Le créateur qui utilise l'algorithme ? Le programmeur de l'algorithme ? Les milliers d'artistes dont le programme s'est servi pour créer une nouvelle œuvre ? Est-ce une œuvre dérivée d'ailleurs ? Les débats sont ouverts, et la loi est aussi très complexe à ce sujet. Évidemment, ces progrès ou régressions, jugés comme cela vous semble bon, font peur, c'est légitime. Certains n'ont pas envie de perdre leur travail, ou même les opportunités de travail, et d'assister à la destruction d'un certain romantisme et naturel de la création. La machine, l'intelligence artificielle, un algorithme en est une, qui remplace l'homme et qui peut lui nuire. Cet autre extraterrestre, envahisseur, incontrôlable et destructeur, est une crainte très ancrée dans notre psyché humaine. Ces avancées technologiques nous montrent que l'être humain n'est pas impérial, qu'il a peur de ne plus se sentir au plus haut de la chaîne, bref, qu'il peut se faire manger. Certains entrepreneurs pourraient avoir l'envie, par excès de zèle pour devenir plus riches, de construire une intelligence justement trop intelligente. Je ne peux m'empêcher de penser au pilotage assisté Tesla Bot, apparemment doté d'une personnalité propre, ou bien un robot Optimus et pas Prime, venant également d'Elon Musk, qui a pour but d'effectuer certaines tâches difficiles pour l'homme, mais à sa place. Il est vrai que l'on peut avoir tendance à l'oublier sous le coup d'une pression hiérarchique, pour des besoins financiers plus ou moins justifiables, que c'est à nous-mêmes de nous responsabiliser et de penser éthique. Les avantages et les inconvénients. Une chose est sûre, en tant qu'initiateur de l'évolution de la technologie, l'être humain est acteur de son propre destin. Et seul lui-même, aujourd'hui, par la création artistique et ou la connaissance scientifique, peut éviter cette tournure cupide et un écroulement de l'être humain. Et ceci, beaucoup d'hommes et de femmes dans ces milieux le savent bien. Hein, Stanley ? I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Ultron dans les comics, les robots d'Isaac Asimov, Matrix, tous ont évoqué à au moins un instant les dangers d'une super intelligence artificielle. Cela répondra à la question, l'art sert-il encore à quelque chose ? Il nous servira toujours, sinon ça n'existerait pas. Reprenons l'exemple d'un tableau généré par ordinateur. Beaucoup d'artistes s'accordent sur le fait que le résultat n'est qu'un croquis avancé et que pour obtenir une suite satisfaisante, elle nécessite encore des heures de travail pour affiner les couleurs et les textures. Bref, un boulot qui demande une solide expérience dans le dessin digital. Utiliser l'outil DALL-E est ludique, puisqu'il s'agit de trouver et rassembler les bons mots-clés pour obtenir un dessin intéressant, ce qui au passage peut très bien aider par exemple des services de marketing, mais seul l'humain peut affiner le résultat. Le travail effectué se rapproche d'une certaine façon de ce que l'on appelle le photo-bashing, un mélange de photographie retouchée ensuite avec de la peinture et d'autres techniques. Pour The Next Rembrandt, plusieurs mois de travail, menés par des scientifiques et des techniciens bien qualifiés, ont été obligatoires. Ce n'est pas à la portée de tous. Réaliser ce genre d'œuvre est d'ailleurs ultra important dans le cadre du débat quant à l'intelligence artificielle. Et puis qu'on se le dise, une intelligence artificielle n'est que mathématique. Ses réalisations sont le fruit d'un calcul. L'humain, lui, a une âme, de vraies émotions qui, selon leur gestion, vont l'influencer dans ce qu'il va produire. Vous savez, c'est cet élément immatériel qui, dans une œuvre, va venir vous toucher plus encore que la beauté. L'artiste doit chercher à délivrer une vision du monde plutôt qu'une simple prouesse visuelle. L'œuvre d'art véritable n'est-elle pas liée à sa profondeur ? Une IA est limitée par ses propres créateurs et les créations humaines précédentes. Elle peut être tout autant freinée par l'interprétation des mots, la retranscription créative, qui, si elle venait d'un être humain, serait aussi large que sa présence sur Terre.
Pour reprendre les propos d'Elon Musk, qui cherche à nous avertir en urgence quant à l'évolution rapide et possiblement destructrice de l'intelligence artificielle, dont d'ailleurs on se sert beaucoup plus que ce que l'on pense, il n'y a pas, dans un court terme, un danger pour l'espèce humaine. L'IA ultra avancée n'existe pas encore. Mais justement, pas encore. Selon le milliardaire, l'IA est bien plus dangereuse pour l'humain qu'une ogive nucléaire. Utilisée par des personnes mal intentionnées ou en manque de contrôle sur leur création, les dégâts pourraient être collatéraux. Lord Acton disait d'ailleurs « Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument ». La solution principale serait de créer au sein des gouvernements un comité d'éthique qui viendrait empêcher une possible déroute. Après tout, des agences de contrôle existent pour réguler, mettons, le marché aéronautique, alimentaire, pharmaceutique. Il ne faut pas attendre la catastrophe pour agir, car l'évolution de l'intelligence artificielle est si rapide que l'on ne peut se le permettre, comme pour l'industrie automobile qui a mis des années avant de rendre obligatoire les ceintures de sécurité après de nombreux accidents graves. Je reviens enfin à Rogue One. Dans un but d'abord purement concret, concernant les effets visuels, il n'y a pas de remplacement. Il y a toujours un comédien, c'est bel et bien l'être humain qui mène tout à la baguette. Des critiques ont jugé cette résurrection numérique comme de très mauvais goût. Le Monde parle d'une nécrophilie pourrie des développements technologiques les plus récents qui parfait le goût funèbre et mercantile de Rogue One. Selon Libération, la motion capture fait craindre pour l'avenir de la saga. La recréation hallucinante en images de synthèse de deux personnages iconiques du film de 1977 et de feu l'un des deux immenses acteurs qui les jouaient porte à croire que ce bégaiement incontrôlable, mortifère au-delà du bon sens, ne fait que commencer. Je ne sais pas si l'équipe du film a testé l'option que je vais vous citer, mais est-ce qu'ils ont tenté d'abord un casting, ou au moins de passer un coup de fil au comédien Wayne Pygram, ayant remplacé Peter Cushing pour Tarkin lors d'une très brève apparition dans l'épisode 3 de Star Wars de George Lucas. On peut également se demander pourquoi le cinéma a autant recours aux images de synthèse. À tout cela, il y a d'abord le côté pratique. Certains effets sont d'ailleurs appelés Practical Effect. Admettons que vous souhaitez, dans un péplum, une énorme foule de personnes, non j'allais pas dire autre chose, eh bien il y a quelques dizaines d'années, la production aurait fait venir un millier de figurants qui doivent être défrayés, logés, nourris et payés. Donc le deuxième paramètre de l'argent rentre en ligne de compte. C'est une grosse charrue logistique. Avec les techniques actuelles, il suffit de faire venir 50 à 100 personnes, puis de les dupliquer numériquement. Des exemples de ce genre, on en compte des centaines. Le troisième paramètre est en lien avec ce que je disais au début de la vidéo, le potentiel créatif. Et pour finir, gérer du monde, c'est aussi gérer l'ego de l'un et de l'autre. Ce qui n'est pas toujours de la tarte, ça je pense que vous le savez. C'est d'ailleurs une raison qui pourrait, pour les agences de communication qui ont eu de mauvaises expériences, faire pencher la balance en faveur de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur travail, au détriment des graphistes. En tout cas, on ne peut pas nier les bénéfices des progrès de la technologie au cinéma. Mais ne tombons pas en catégorie boomer en disant le cinéma, c'était mieux avant. C'est juste différent, et encore aujourd'hui, d'autres techniques non informatiques sont utilisées. C'est le cas dans le récent The Batman de Matt Reeves, où Colin Farrell fut métamorphosé en pingouin, oui ça fait un peu bizarre, via SFX, soit par des prothèses et du maquillage. Certes, pour la voix de Dark Vador, des emplois sont créés pour générer celle-ci. Là où le bas blesse, pour ce dernier cas, c'est que c'est au détriment d'un acteur doubleur qui ne sera plus sollicité pour le rôle. Parce que Disney, sûrement dans sa crainte de désappointer son public, ne veut pas prendre le risque de prendre la voix d'un nouveau comédien qui serait semblable, mais tout de même légèrement différente. Pourtant c'est tout à fait possible, et les changements de doublage ne leur sont pas étrangers non plus. Rien que dans la VF, un personnage comme le Grand Moff Tarkin a plus de 5 doubleurs différents, d'un rendu souvent très appréciable. How many of these enhanced clones do you possess? Il suffit de faire un casting, il y a tellement de comédiens au chômage, puis de retoucher une voix, c'est dans leur corde. Je vous sors l'exemple de Freddie Mercury doublé, en plus au chant, donc c'est encore plus spécifique, par Mark Martel, dans le film Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Is this the real life? Is this just fantasy? On a tous des sosies vocaux, et c'est souvent moins cher d'embaucher un comédien pour quelques enregistrements audio, enfin du moins je suppose, à côté de la paye de plusieurs employés qui ont travaillé durant des mois sur un programme informatique. C'est bien une supposition, je précise encore, car je n'ai pas trouvé de documents assez probants concernant le coût de cette technologie, hormis $200 minimum par mois, soit 204 € environ, pour avoir accès au catalogue de Respitcher. En tout cas, c'est un choix, qui prouve encore une fois que la célèbre boîte aux grandes oreilles prend un minimum de risques,
et préfère brosser ses spectateurs dans le sens du poil, non sans un excès de nostalgie. Mais bref, c'est un autre débat. À vrai dire, et vous vous en doutez, je ne détiens pas la vérité, et je manque parfois d'informations pour être le plus objectif, à moins de travailler pour Lucasfilm ou Res Pictures. Je ne peux être totalement sûr de ma position à propos de quelle est la meilleure solution entre la firme ukrainienne et un nouveau comédien, car je pense qu'un compromis n'est pas faisable dans ce cas. C'est une technique ou bien une autre. Point. En revanche, ce que je peux affirmer, c'est qu'un recours à la technologie au cinéma ne doit pas remplacer l'humain, ni être utilisé à des fins uniquement commerciales, mais bel et bien artistiques. L'exemple que j'ai donné plus tôt pour James Dean n'entre malheureusement pas dans cette case, car il est loin d'être une solution obligatoire servant l'expression du récit et de son message. Ils auraient très bien pu prendre un autre comédien sans que leur histoire soit modifiée. Mais relativisons, car rétrospectivement, en comparant différentes évolutions à travers le temps, la photographie n'a pas tué la peinture, la télévision n'a pas tué le cinéma, les jeux vidéo n'ont pas remplacé les jeux de société, etc. Les productions cinématographiques castent encore des comédiens pour interpréter par exemple le protagoniste dans son enfance, car la technologie du de-aging ou de recréation numérique ne peut être utilisée que par les grosses écuries. Et pourtant, des longs métrages comme Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino en 2019, avec un budget tout de même de 90 millions de dollars environ, n'a pas eu recours à des effets visuels avancés, car c'est bel et bien le visage de Mike Moh que l'on observe, et non un Bruce Lee en image de synthèse. Beaucoup d'exemples comme cela s'appliquent dans des biopics, où ce sont des comédiens qui ressemblent à la personne sur laquelle le film est basé, qui sont embauchés. J'espère vous avoir apporté un peu plus de clarté et d'éléments de réflexion à propos de ce vaste sujet qui est cette certaine éthique concernant les avancées technologiques dans l'art. C'est pourquoi les amis, n'hésitez pas à en débattre entre vous, avec respect, notamment dans les commentaires. Je serai ravi d'en discuter avec vous dans la mesure du possible, bien évidemment. Un petit like, un partage, un abonnement, bref, ça me ferait plaisir, c'est gratos. Gardons juste en mémoire que technologie comme être humain sont interdépendants et non infaillibles, et que c'est à nous de décider ce qui est le mieux pour le bien de l'humanité. Waouh, c'est puissant ça.